la télé interactive. Nouvelle convocation du tribunal de l'actualité. Nous vous savons très nombreux à prendre rendez-vous avec l'actualité sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. C'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Une émission que vous pouvez d'ailleurs suivre sur nos plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Scalet Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, Messieurs les juges. Ben Abouma. Bonjour, président Ouedraogo. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, Madame, Messieurs. Bonjour. Bonjour. Bon, je pense que le procès n'est pas respecté. Oui, voilà. Le président ne veut pas respecter la tradition. D'accord. Bonjour président, bonjour juge Bougma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. La mesure de suspension de la réception des dossiers de demande d'octroi des titres miniers et autorisations est levée. L'information a été rendue publique par la Direction générale du cadastre minier. Quel est l'état des lieux de la gestion des titres miniers au Burkina Faso? La responsabilité sociale des entreprises minières, la question est enrôlée à cette convocation du tribunal de l'actualité. Chose promise, chose due. Comme annoncé, nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'actualité au Mali où les autorités de la transition ont annoncé lundi soir dénoncer les accords de défense avec la France et ses partenaires. Elle pointe du doigt des atteintes flagrantes à la souveraineté nationale de la part justement des forces françaises. Analyse et décryptage de ces deux sujets après les avant-propos. Et pour la partie avant-propos, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette convocation du tribunal de l'actualité? Merci, président. Ce qui retient notre attention, c'est le classement qui a été fait par RSF et qui voit la note de Burkina Faso reculer en ce qui concerne la liberté de la presse au niveau du Burkina Faso. Nous perdons 4 places compte tenu de la situation sécuritaire, compte tenu également de coupures d'Internet à un moment donné, parce que ça a été aussi des atteintes à la liberté de la presse. Ça a été pris en compte au niveau du classement. L'autre aspect, c'est que ce qui est un fait notable, c'est la difficile vérification des données, parce que c'est des communiqués qui vous parviennent. C'est très difficile et délicat de pouvoir vérifier. J'ai dit compte tenu de la situation, mais aussi de ce qu'on a vu. Et aussi, il y a un coup d'État qui a eu lieu. Donc, avec ce que cela comporte. La réalité aussi, c'est qu'on a des hommes de médias burkinabés qui font beaucoup plus aussi dans l'autocensure. C'est vrai que il y en a qui craignent le nouveau code pénal, qui craignent également la vindicte populaire, parce que l'opinion burkinabé est très dure, elle est pas très tolérable. Donc la moindre faille, la moindre erreur ne se pardonne pas. Donc ce qui fait que le journaliste burkinabé, très responsable par rapport à ce qui a été donné de voir en comparaison avec d'autres, les médias sous d'autres cieux, la presse burkinabé est très responsable. Mais l'autocensure est très grande en ce qui concerne le traitement des informations liées aux questions militaires. Compte tenu du fait que c'est un homme de la cité qui soupèse et pèse et qui se dit les incidents et ce que cela pourrait impliquer. Donc il y a beaucoup d'autocensure. On en parle moins, mais il y a beaucoup d'autocensure. Et pour certains articles non parus, ou certains sujets d'ailleurs qu'on évite d'aborder, compte tenu du fait de leur sensibilité, ce n'est pas aussi évident. Donc pour avoir évoqué souvent ces questions, voilà, en lien avec le terrorisme, il y a des sujets tabous. La question religieuse, la question ethnique, et la question politique, c'est très difficile de l'aborder, il faut suffisamment de courage. Donc il y a une autocensure également qui est là. Donc la réalité aussi, c'est à prendre aussi en compte dans le panier. Mais quoi qu'il en soit, on a régressé, ça c'est un constat. Bon, pour la démocratie, le principe c'est aussi la liberté d'expression, mais en même temps on s'interroge quoi. Parce que les promoteurs et les champions en la matière de défense des droits de l'homme, quand vient l'heure à un moment donné de faire des choix, n'hésitent pas. On a vu la France qui n'a pas hésité à
à blacklister RT et puis Sputnik. Clair, ça n'a pas tardé. Donc on a vu aussi le cas malien. Donc les États, à un moment donné, la réalité aussi en fonction de leurs intérêts, opèrent des choix. Et c'est la liberté de presse et c'est la liberté d'expression. Ce sont ces deux libertés qui en pâtissent. Donc c'est un constat aussi qui est clair. Alors, nous sommes des meilleurs. Il y a des classements précédents où on a été mieux logés par rapport à la France, par rapport aux États-Unis, et on s'enorgueillissait. Mais en même temps, quand on regarde le gain, donc il y a beaucoup de paramètres effectivement à prendre en compte. C'est un sujet à aborder sans passion, avec toute la sérénité requise. Mais on note qu'il y a eu un recul, et la liberté de ton du Burkinabé, il a gagné à travers 3 événements historiques majeurs. L'affaire Norbert Zongo, l'insurrection populaire et le coup d'État de septembre 2015. Ces 3 éléments-là ont contribué à donner un grand bond en avant par rapport aux questions de liberté d'expression. Bon, vivement que cela soit réconforté et qu'on puisse avancer. C'est ce que j'avais comme avant-propos pour, comment on appelle ça. Le deuxième avant-propos, là on est en économie, c'est le coton qui grimpe. Le coton qui grimpe, et depuis 2011 qui continue son ascension. Aujourd'hui, on parle de près de 1,5$ la livre, c'est l'unité de mesure. On est à quelques 934 600 CFA. Donc c'est-à-dire que c'est une matière première qui est en train de prendre son ascension, mais c'est normal puisqu'on s'habille en coton. C'est beaucoup utilisé au niveau dans le domaine de la santé et dans plusieurs autres domaines, c'est pratiquement inévitable. Donc nous, pour amener au cas burkinabé, nous faisons partie aussi des grands producteurs africains de coton, mais nous sommes ces dernières années, on a perdu de la place. Le Mali est en avant, le Bénin à un moment donné nous a battus. Je pense aussi que nous devons réfléchir à comment est-ce qu'on améliore notre rendement et comment on pense surtout à créer des petites unités industrielles à côté, parce qu'ailleurs c'est ce qu'ils font. Des petites unités industrielles de transformation du coton en fil ou en d'autres choses, pour un pays parfois qui tutoie le toit africain par rapport, qui est sur le toit africain ou classé dans le top 5 africain au niveau du coton, et on n'arrive même pas à avoir un produit fini jusqu'au tricot, ça posait problème. Et l'objectif de l'ancien ministre du Commerce, Harouna Kaboré, c'était de faire en sorte qu'avec ce qu'on a comme matière au Burkina, qu'on puisse avoir un produit fini. Le fil a été amélioré pour pouvoir faire des débardeurs et des sous-vêtements et des chaussettes, parce que c'est un fil très fin. Maintenant, c'était aussi de faire en sorte qu'on puisse avoir toute la matière finie avec un habit qu'on puisse porter. Plusieurs années après les indépendances, on n'est pas encore à ce niveau. Je pense qu'on doit réfléchir également sur ces questions-là. Ça nous donne une occasion de réfléchir également à comment est-ce qu'on exploite mieux notre coton au bénéfice des producteurs. Merci, Juge Bougman. Juge, vous avez la parole. Oui, merci, Président. Moi, mon avant-propos va concerner, on va dire, un bon point. Et cela m'a été suggéré par Césaire Kafondo, réalisateur à True TV, et cela concerne le commissariat de Nongre-Maçon, parce que quoi qu'on dise, il y a souvent du boulot qui est fait, mais pas vu ou sur lequel on ne communique pas assez. Ce qui lui est arrivé, c'est que un soir de mercredi, je pense qu'il y a en gros 1 ou 2 semaines, il se fait casser la porte et puis on lui vole son engin. Et j'ai dit bon, c'est fini, hein, c'est perdu. Mais le lendemain quand même, il part au commissariat et puis il décide donc de faire une déposition relativement à ce qu'il venait de subir. Et tenez-vous bien, le lendemain on l'appelle et on lui dit on a retrouvé ta moto. Et il revient, il récupère sa moto le plus tranquillement du monde. Et il m'a dit bon, lui ça l'a tellement surpris qu'il le suggérait en avant-propos. J'ai dit c'est bien parce que c'est pas tout le temps qu'il faut dire que ça ne va pas. Quand il y a du boulot qui est fait, il faut le reconnaître. Même David Nana que vous connaissez, qui a l'heure juste avant nous au niveau de la radio, lui ça a été pareil aussi. Une moto volée, sa moto donc volée, mais ça il y a plusieurs années. Et on l'appelle je sais pas 2 ans après, pour lui dire venez monsieur récupérer votre moto parce qu'on l'a retrouvée. Lui-même quand il arrive, il regarde sa moto, il la reconnaît pas.
parce que bon, le monsieur il a vraiment bien travaillé dessus, changé les peintures et tout, il lui a donné vraiment un autre aspect. Mais ça n'a pas échappé à la vigilance de nos forces, et c'est bon donc de le dire. Donc très souvent, quand on est sur des voies et qu'il y a des contrôles, il y en a qui s'en agacent, mais c'est à travers cela qu'on parvient à mettre la main et le grappin sur certaines personnes à un acabit très douteux. Et il faut féliciter donc ces forces-là pour cela. Derrière le commissariat de Nongre-Massong, c'est tous les autres qu'on félicite et les agents qui y travaillent. C'était mon avant-propos de ce matin. Merci pour ce coup de cœur, juge Vara. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. La direction générale du cadastre minier informe, en tout cas a décidé de mettre fin à la mesure de suspension de la réception des dossiers de demande d'octroi de titres miniers et autorisations. C'est ce qui ressort d'un communiqué que nous avons pris connaissance hier 3 mai. Alors justement, la décision a été prise dans un contexte marqué par une crise sécuritaire qui frappe durement en tout cas le secteur minier, juge Bougma. Et cela s'est matérialisé par la fermeture de plusieurs, unités minières. Aujourd'hui, votre regard par rapport à cette décision et la réalité du moment qui est justement le contexte sécuritaire? Oui, la réalité c'est que l'orpaillage constitue un enjeu majeur dans la lutte contre le terrorisme et même dans les affaires de terrorisme. Alors, souvenons-nous qu'après l'attaque de Solhan, ce qui avait été mis en avant, c'est qu'il y avait une mine qui y était et qui avait été une mine dans la localité qui était exploitée de façon artisanale. Une mine d'ailleurs qui a subi la furie des manifestants lors des 30 et 31 octobre 2014 et qui avait effectivement causé beaucoup de tort à l'exploitant qui y était. Donc déjà, et après l'attaque, le contrôle de la mine a été évoqué parmi ce qui a été donné comme enjeu dans cette partie du Burkina. La dernière fois, on se souvient également de cette attaque-là sur une mine. Donc au niveau même... quand nous avions fait, Watt FM et Twi TV avait fait l'immersion dans la zone des VDP une année, l'année dernière, on se rappelle également qu'il y avait une mine d'exploitation artisanale qui constituait également l'une des principales ressources des VDP parce qu'il fallait veiller sur cela pour avoir un peu d'argent et pouvoir continuer effectivement de survivre. Donc, il y a un enjeu majeur. Et dans ce domaine aussi, il y en a qui ont mis de l'ordre, mais il y a d'autres, c'est vraiment du désordre. L'autre aspect, c'est que certains sont détenteurs de titres, mais n'exploitent pas, ils revendent même les titres. En fait, quand on lance les permis, il y en a qui partent, ils déposent le dossier en bonne et due forme, il a un permis, mais il ne va même pas exploiter parce qu'il n'a aucune ressource pour exploiter. Il a eu suffisamment d'intelligence, monté un bon dossier, il a un permis, maintenant qu'il le revend. Ce qui n'est pas normal. Mais c'est comme s'il était toujours. Donc il y en a qui se sont fait également des sous dans ce domaine-là. Donc il fallait mettre de l'ordre. Donc la suspension permettait également d'évaluer tout cela sereinement et au besoin retirer des permis qui n'étaient pas exploités avant de pouvoir octroyer de nouveaux permis ou appliquer les sanctions effectivement qui allaient avec. Donc il y avait un aspect d'évaluation également à l'intérieur. Donc alors aujourd'hui, certainement ce travail est terminé, on passe à une autre étape, mais la réalité aussi c'est que pour pouvoir interdire totalement l'orpaillage artisanal ou semi-industriel, ça va être très difficile compte tenu de ce que cela implique. Ils sont à plus de millions directement là-dedans. Comparé aux mines industrielles, ce n'est pas le même résultat. En taux d'impact direct sur le niveau d'évolution des populations, ceux qui sont dans l'exploitation artisanale ou bien dans le semi-industriel, l'impact est plus visible sur les communautés. Et du reste, c'est l'objet d'une étude qui est toujours dans l'étude, qui n'est pas encore rendue publique. Donc je n'ai pas les chiffres exacts, mais la réalité quand on compare, c'est le jour et la nuit.
C'est comme quand vous comparez, raison n'est pas raison, c'est comme quand vous comparez l'impact des aides qui viennent par le truchement de l'AFD ou des autres pays, mais ou bien vous prenez l'argent qui rentre dans les différents pays par la diaspora. Quand on fait l'impact, on regarde, c'est le jour et la nuit, c'est la même chose. Donc, et la question principale, c'est pourquoi là c'est organisé. Une mine industrielle, c'est bien organisé. Là, il y a un problème d'organisation parce que le désordre n'est pas partout, mais en termes de retombées, ce n'est pas les mêmes choses. Donc, il y a cette réalité-là qui est là. Donc, est-ce que le Burkina peut suspendre ça totalement? Est-ce qu'on peut l'interdire totalement? Et est-ce qu'on aura suffisamment de ressources pour faire respecter la mesure dans ce contexte de lutte contre le terrorisme où certaines localités sont difficiles d'accès? Ça, c'est la grosse question. D'accord. Alors, plusieurs raisons avaient été avancées justement pour suspendre l'octroi des titres miniers. C'est notamment pour assainir le milieu et surtout moderniser le cadastre minier. Quand on regarde justement la réalité du monde avec ce qui a été peint comme tableau avec juge Bougman, finalement, les raisons qui ont prévalu à cette suspension-là aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que ça a été levé au point justement qu'on aille à une reconsidération de ce qui avait été pris comme décision? Moi, je ne suis pas si sûr, parce que, vous savez, c'est un peu le problème que nous avons. C'est-à-dire que beaucoup d'émotions face à des problèmes qui sont posés et souvent à une réalité qui est dépeinte ou bien une photographie des choses dont on n'avait aucun soupçon. Et après l'émotion, on retourne dans notre intérêt quotidien et même la suspension peut-être et parfois ne permet même pas de régler les problèmes majeurs et puis on revient dans la même situation. On l'a déjà vu avec la question des lotissements. C'était une bombe à retardement. Est-ce que ça ne l'est pas resté jusqu'à ce que le président Roch Kaboré soit débarqué? Ça l'est resté. On a même entendu l'ancien président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, à dire que si on y prend garde, ça sera la prochaine bombe. Ça n'a pas été réglé. Quelles sont les mesures qui n'ont pas été prises depuis Blaise Compaoré? Mais ça n'a pas été réglé. Quand vous vous rappelez de la question de ces attributions des titres miniers là, on se rappelle que c'est le travail qui avait été mené par la commission d'enquête parlementaire s'étendait sur 2005 à 2015. On nous faisait comprendre qu'il y avait en gros 778 permis de recherche et il y avait 467 qui seraient valides et que 311 ne l'étaient plus. Et même sur la question de validité, on nous explique qu'il y en a, c'est-à-dire que tellement on a des tares parce qu'on n'a pas un cadastre qui est informatisé et tout, donc on se retrouve quelquefois à des dépassements de 1 à 10 ans avant de se rendre compte que ce qui est octroyé là n'a plus valeur. Et le problème aussi, c'est que quand vous regardez à l'intérieur, et même d'un point de vue organisationnel, il y avait la question de la multiplicité des acteurs dans le traitement des demandes d'attribution des titres miniers. Et on parle par exemple de plusieurs entités qui travaillent sur ces documents-là, et même la question du premier arrivé, premier servi n'était pas celui-là qui était fait, parce que évidemment on n'a pas un schéma informatisé, donc c'est vraiment difficile de pouvoir recouper les éléments. Et puis vous savez aussi, quand ce sont des hommes qui travaillent, il y a toujours des passe-droits, il y a toujours des possibilités d'arrondir les angles et de se faire de l'argent. Tout à l'heure Bernard parlait d'un point, mais le travail de la commission d'enquête parlementaire sur le sujet nous a permis de comprendre qu'il y a beaucoup de non-professionnels qui s'étaient vus octroyer des permis de recherche, ce qui n'était pas normal. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils parvenaient notamment à les céder, et moyennant quelquefois des sommes qui étaient quand même très fortes. Si ma mémoire est bonne, je trouve, voilà, on parle par exemple $10,000 US assorti le plus souvent par exemple d'une clause d'attribution, c'est-à-dire que 5% à 10% dans le capital de la future société d'exploitation. Vous imaginez, il n'a pas les compétences, il n'a pas la qualité, il n'a pas les hommes pour, il s'arrange par quelques subterfuges à avoir cette autorisation-là. Qu'est-ce qu'il fait après? Il sous-traite et puis il s'arrange à se faire payer et au passage à avoir une quote-part dans le capital de l'entreprise qui viendra. Mais c'est de bon augure et chacun pourra s'en faire son business. Donc il y avait tellement d'éléments à l'intérieur qu'on s'est dit, bon,
quand est-ce que ça va être élagué, quand est-ce que on va pouvoir trouver des solutions à cela. Mais de l'émotion qu'on a eue en son temps jusqu'à aujourd'hui, tout le monde continue de parler de l'informatisation de notre administration de façon générale, donc y compris la question du cadastre et tout. Bon, je veux dire que même si des efforts sont faits, il y a encore beaucoup d'éléments qui restent à parfaire. Maintenant, il y a une réalité aussi dans laquelle nous sommes. Le Burkina a son premier produit d'exportation qui est l'or. Et on est en train de voir, c'est vrai, des mines qui sont en train de fermer, mais quand on regarde aussi en termes de en termes du point de vue stricto sensu d'exportation d'or, on se rend compte que on est toujours dans une tendance haussière depuis certaines années. Si ma mémoire est bonne, je pense qu'on était à 66 tonnes d'or en 2021. C'était en hausse de plus de 4 tonnes par rapport à l'année passée. Quand on prend aussi la question du zinc, je pense que là aussi on était bien à l'aise, 166 contre je pense 152 l'année d'avant. Donc d'une façon ou d'une autre, on est toujours dans cette même tendance haussière là. Maintenant, il y a le coût de l'or qui fait que certaines sociétés ont continué de produire un peu plus parce que ça les arrange en termes de production, donc ça peut s'expliquer. Et puis je pense qu'on avait une mine, c'est dans le Ganzougou qui est entrée en travail en 2020, donc qui a atteint son pic de production en 2021, donc ça s'explique. Mais il faut reconnaître que la question de sécurité est en train d'impacter avec les mines qu'on a pu, par exemple comme Somita et autres, qui ont fermé et qui ont suspendu leurs activités. Avant, il y a Essakan, il y a beaucoup d'autres qui ont subi de plein fouet la question de la crise. Donc aujourd'hui, c'est important aussi de voir ceux qui peuvent, malgré malgré le contexte vraiment difficile, ceux qui peuvent porter des projets dans le secteur, de le leur permettre. Mais je pense qu'il faut un minimum d'encadrement parce que ce qui nous a été donné de constater à travers les rapports de commissions d'enquête parlementaire faisait froid dans le dos. Maintenant, ça allait être intéressant qu'on en ait le clair mot en termes d'efforts faits, en termes de réorganisation comme on appelle, qui a été consentie, et en termes d'évolution, pour que, dissiper les doutes, on puisse maintenant aller tranquillement à cette bonne nouvelle-là, la suspension de la suspension. D'accord. Alors c'est une actualité que nous allons suivre de très près et aussi rentrer en contact avec les premiers concernés pour avoir de plus amples informations et pourquoi pas convoquer à nouveau ce sujet-là au tribunal de l'actualité. Nous allons passer au deuxième sujet enrôlé pour cette convocation. C'est l'actualité au Mali. On l'a dit, les autorités de la transition ont annoncé lundi soir dénoncer les accords de défense avec la France et ses partenaires européens dans la lutte contre le terrorisme. Alors les autorités pointent du doigt des atteintes flagrantes à la souveraineté nationale de la part de ces forces françaises-là. Alors déjà, juge Bougma, votre regard par rapport à cette décision, c'est vrai que pour beaucoup, c'est pas une surprise parce que quand on regarde l'évolution de l'actualité et justement ce sujet concernant les accords militaires et la coopération militaire, alors on se dirigeait inéluctablement vers cette décision. Donc c'est pas forcément une surprise. Oui, l'observateur Palga, le doyen de la presse burkinabé d'ailleurs, avait titré Mali, la séparation du corps avant le divorce. Donc on s'achemine petit à petit. C'est vrai que sur le plan de la coopération diplomatique, les choses restent en l'état, mais bon, une coopération avec un autre pays, il y a plusieurs pans. Il y a la coopération civile, il y a la coopération militaire et tout ce qui effectivement va avec. Donc ici, ce sont les accords de défense, ce n'est pas toute la coopération qui est dénoncée. Ce sont seulement les accords de défense qui sont pointés du doigt et qui sont dénoncés. On pointe les accords de défense de 2014. Et puis c'est 2014. Donc il y a quand même une période bien circonscrite. Mais on sait que quand on parle d'accords de défense signés en 2014 et qui sont dénoncés effectivement aujourd'hui, la réalité c'est que ces accords-là datent de longtemps et puis les accords sont modifiés en fonction de l'évolution de la situation. Et quand d'ailleurs Dioncounda Traoré, le président de la transition, demandait une intervention en appui aérien et en renseignement, il lui a été demandé d'ajouter intervention au sol avant effectivement que les opérations ne s'enclenchent. Là, on était dans les années 2013.
2013 au début de l'opération Serval. Du reste, après cela, c'est un ancien ambassadeur de la France au Mali qui est sorti dans une interview de RFI pour dire qu'ils n'ont pas rendu service au Mali. M. Normand pointait du doigt effectivement tout ce qui s'était passé et même les éléments de cet accord-là, parce qu'il n'était pas d'accord également avec la position de son pays. Quelque temps après d'ailleurs, l'opération Serval, il a été purement et simplement remplacé. Parce qu'il ne partageait pas cette façon de faire et étant en contact avec la réalité, il pensait que pour lui, la France pouvait intervenir autrement au Mali. Ça vient ce sont des propos tenus par l'ancien ambassadeur de France quand il était en poste au Mali. Et c'est après ça que les accords de 2014 ont été signés, dans des conditions très difficiles pour le Mali. Donc, mais aussi une France qui est venue pour aider, mais qui dit pour vous aider facilement, voici ce que je peux faire, voilà ce que j'offre. Donc, est-ce que le Mali avait le choix? On dira oui, mais vous savez que c'est en fonction des hommes politiques, des intérêts du moment que ces choses-là également ceci. Donc, ici, les accords ont plusieurs fois été dénoncés. Ça dit que de façon verbale, à travers des médias, il y a des bribes qui sortent, il y a un homme politique qui en parle, il y a un premier ministre qui en parle et ça s'arrête là. Mais là, ils sont passés à une autre étape de cette dénonciation et c'est beaucoup plus un acte concret qui a été donné de voir. Et là, effectivement, comme vous l'avez dit, ça n'est pas une surprise. Quand on suit le développement de l'actualité malienne, les accords, on allait en venir. Et ce n'est pas au Mali seul. C'est sûr que le Mali donne le ton de ce qui est donné comme irrégularité constatée selon eux dans les accords de défense, mais il y a d'autres pays qui risquent également d'emboîter les mêmes pas parce qu'on a à plusieurs reprises parlé des accords qui nous lient avec les anciennes puissances coloniales, mais qui ne feraient pas notre affaire. Pour certains, c'est une vue de l'esprit, pour d'autres, c'est vrai, mais ce qui a été donné déjà de voir au Mali montre qu'il y a anguille sous roche, et même sous nos troupes, même au niveau du Burkina Faso, pour l'achat de certains équipements militaires. Pour peu que vous avez un entretien à pousser avec certains qui sont dans le milieu, ils vous diront les conditions d'acquisition, par où il faut passer, par où il ne faut pas passer, avec qui il faut traiter, avec qui il ne faut pas traiter, quel type d'armes ou pas est-ce que vous devez effectivement avoir. Donc, ce sont des réalités que des pays vivent, mais compte tenu d'un certain nombre de climats et de la connexion entre les dirigeants et l'ancienne puissance coloniale, ce n'est pas évident. Donc, au Mali, j'ai dit ce qui est dénoncé, ce n'est pas tous les accords qui sont dénoncés, ce n'est pas toute la coopération qui est dénoncée, c'est un pan de ces accords-là. Et puis ce sont les accords de défense de 2014. D'accord. Alors juge, quand on regarde un peu l'évolution des relations entre le Mali et la France, et justement ce qu'on a vu comme conséquence avec justement les sorties des différentes autorités de part et d'autre, pour beaucoup, ce qui a été donné comme communiqué du côté malien, il y avait déjà rupture de fait au regard de ce qu'on a comme évolution. Donc finalement, c'est comme si c'était un non-événement en fait. Non, pour moi, ce n'est pas un non-événement. Hein. C'est dans la façon dont les choses étaient en train de monter crescendo. Ce énième acte, mais qui semble être ultime, pour moi, est très fort. Parce que là, il s'agit de rupture, quoi qu'on dise, de traité, d'un accord. Et c'est celui qui est le statut fixant le cadre juridique de la présence au Mali des forces françaises, non seulement Barkhane, européennes Takuba, et ainsi que le traité de coopération en matière de défense qui a été conclu en 2014 entre le Mali et la France. Pour moi, ça, c'est pas, il ne faudrait pas le voir ainsi. C'est un acte qui est fort quand même, celui qui vient d'être pris par le Mali. Parce que n'oublions pas que Assimi Goïta a dénoncé ces accords-là depuis décembre. Et il attendait qu'il y ait un genre de renégociation de ces accords-là, donc des clauses qui l'encadrent. Mais la France n'a donné réponse. C'est ce qui en tout cas revient des explications de la partie malienne. Et pendant ce temps, il se trouve que sur le territoire malien, il y a des comportements, des agissements, des actes qui sont posés que le Mali n'accepte pas. Mais ceux qui les posent, notamment les forces françaises, invoquent ce qui est dénoncé par le Mali depuis décembre. Moi, je rappelle quelques propos, il n'y a même pas longtemps, du colonel Pascal Lani, qui est le porte-parole de l'état-major des armées françaises,
sur la question, par exemple, du stationnement des forces françaises au Mali, il dit que cela a été conclu en mars 2013 et que celle-ci dispose d'une totale liberté de circulation et d'action dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes. C'est une interview qui a été faite il n'y a pas longtemps, malgré que il y ait le retrait des troupes françaises et malgré que le Mali se plaignait de survol de sa zone aérienne sans quitus au départ ou sans consultation. Et il continuait en martelant ceci, parlant toujours du porte-parole le colonel Pascal Lani, porte-parole des armées françaises, de l'état-major des armées françaises. Il dit: jusqu'à preuve du contraire, nous sommes encore au Mali contre les groupes armés terroristes. Ça ne sonne pas comme une provocation. Ça l'est. Et même si vous vous rappelez le dernier épisode qu'ils ont eu encore en termes de clash, c'est sur la question du charnier de Gossi, avec des vidéos qui ont été partagées par la partie française qui montraient des personnes qui enterraient des corps. Ils ont dit que c'était des Russes, en tout cas selon le descriptif qu'ils en faisaient. Et pour eux, c'était Wagner qui tentait, avec des subterfuges, de leur faire porter un chapeau. Et ils ont partagé ces vidéos, mais ils avaient déjà remis les clés du camp. Comment ils arrivent à survoler encore? Et n'oubliez pas aussi qu'il y avait même, dans l'un des propos, la menace que si le Mali continue, il livrerait certains autres documents top secrets. C'était une menace qui avait été faite. Donc, dans des tiraillements pareils, et puis dans une guerre où personne n'est prêt à mettre de l'eau dans son vin, je crois que on allait droit dans ce mur-là qu'on a constaté. Donc, pour moi, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est logique, mais il y a un Mali qui reste aussi logique avec lui-même, qui a choisi sa voie de façon très courageuse et qui l'assume. Ça, on ne peut pas en vouloir au Mali pour ça, ni douter de quoi que ce soit là-dessus. Ils sont volontaristes dans leur façon de faire, ils y vont de façon franche et frontale. C'est un choix que le Mali a fait, c'est un choix de Goïta. Et derrière, il y a une population qui le comprend, il y a une population qui épouse, dans sa majorité en tout cas, cette façon de faire. Et parce que aussi, quoi qu'on dise, la France qui est venue en sauveur il y a maintenant une décennie là, les Maliens ne comprennent plus sa posture. Sauver Bamako grâce à Serval en son temps, mais après, lorsque les FAMA avec les autres commençaient à gagner du terrain, il y a eu comme un cordon qui a été établi et ils ne pouvaient plus avancer. Et la situation d'enlisement a commencé à ce moment-là, jusqu'à maintenant. Mais il faut reconnaître qu'il y a une France qui en son temps aussi a sauvé Bamako. Ça, c'est une vérité. Mais c'est une France aussi qui s'est décrédibilisée par ses choix au fil du temps. Et même quelquefois, je me pose la question de savoir, la France qui a, de façon unilatérale, annoncé qu'elle quittait le par un calendrier, est-ce que la présence militaire française au Mali ne commençait pas à devenir trop onéreux, dispendieux, difficile à expliquer aux Français et comme un caillou dans la chaussure du président qui était là? C'est la question que je me pose. Parce que quand vous voyez aussi les propos provocateurs qu'on entendait de la part de la diplomatie française, même si aussi celle malienne, quoi qu'on dise aussi, y répondait, on se demandait mais qu'est-ce que cette diplomatie-là voulait, si ce n'est peut-être d'acter son départ, parce que elle aussi avait envie de partir du Mali. Quand vous regardez aussi, c'est un regard qu'on pourrait avoir. Une France qui fait chauffer aussi la marmite, le popcorn et la marmite qui va sauter, parce qu'elle aussi a envie de partir ici et maintenant et vite fait. Mais maintenant, ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que son calendrier n'était pas un confort pour elle. Il allait avoir un Mali qui peut lui dire ok, c'est bon, partez maintenant. Je pense que c'est de ça aussi qu'il s'agit aujourd'hui. Mais très clairement, il y a une France qui avait envie de partir. La première dynamique est venue de la France. Maintenant, en montant les enchères, elle n'avait pas pensé que le Mali allait s'assumer. Et le Malien s'est assumé. Et aujourd'hui, ça devient maintenant compliqué avec ce qu'on vient d'avoir comme rupture pour ce qui est de ce statut de coopération qui justifie la présence. Maintenant, comment est-ce que la France quitte le Mali dans le calendrier étalé qu'il avait voulu?
le calendrier étalé qu'elle avait voulu, parlant de cette France. Ça commence à mettre à mal maintenant le calendrier étalé de retrait. Parce qu'on est dans une situation où rien ne justifie que vous soyez là. Ça veut dire que votre présence, du point de vue du Malien, n'est plus légale, n'est plus autorisée. Donc, ça devient beaucoup plus complexe. Mais ce on pourrait au moins reconnaître au Mali, c'est d'être allé franco. Et moi, à la matière, je me dis, on peut reprocher tout à quelqu'un, sauf se tromper de bonne foi. On peut même se tromper, c'est pas un problème. Mais tant que cela est fait de bonne foi, parce qu'on a un Mali qui est engagé dans une voie à laquelle elle croit fortement. On attend de voir ce que ça va donner. On ne peut pas juger. Moi, c'est le... D'accord. Alors, départ des forces françaises du sol malien. Aujourd'hui, on arrive à une étape où les autorités maliennes remettent en cause ce qu'on a en termes d'accords militaires. On est tenté de se poser la question, c'est quoi la suite dans la relation entre ces deux pays-là qui, il faut le rappeler, étaient des alliés dans la lutte contre le terrorisme? Donc ça, c'est une excellente question. Parce que la suite, quelle va être la suite? La suite dépendra de ce que les deux auront décidé sur les autres pans de la coopération. Là, c'est un pan. Ce n'est même pas toute la coopération de défense qui est pointée du doigt. Ce sont les accords de défense de 2014. Alors que certainement, il y a d'autres pans de cette même coopération. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le bras de fer, lui, continue. Geoffroy l'a si bien dit, mais il y a une France aussi qui était excédée au Mali. C'était beaucoup d'argent. Il y a une opinion française qui commençait à demander des comptes. Vous y êtes depuis longtemps, pourquoi ce n'est pas encore fini? Pourquoi ils ne rentrent pas alors qu'il y a des soldats français qui tombent par moment? Donc il fallait trouver la parade. Et la parade, c'est de dire c'est eux qui ont besoin de nous. C'est eux qui nous ont demandé de rester, d'où le sommet de Pau. Je vais leur demander s'ils veulent que je reste. S'ils restent à nos conditions, ça a été demandé. Les chefs d'État ont dit vous pouvez rester. Et le chef est resté. Sauf qu'au Mali, effectivement, cette donne, ça n'a pas marché. Donc, en fait, nous allons partir, oui, vous pouvez partir. Donc, ça a plus ou moins joué sur un certain nombre de choses. Maintenant, quelle va être la suite de ces accords-là? Je pense que tout dépendra de ce qu'ils vont définir comme contenu. Parce que le ministère français des Affaires étrangères dit que c'est une décision qui est injustifiée. Et qu'il n'y a pas eu de violation de ces accords-là par la force Barkhane. Donc, déjà que sur la question de l'audiovisuel, Paris n'était pas d'accord et a enclenché une procédure. Est-ce que là également Paris va enclencher une autre procédure? Tout dépend de la suite parce que ce sont des éléments intégrés. Mais quand des accords, c'est-à-dire un contrat est dénoncé par l'une ou l'autre partie, naturellement, les conditions de dénonciation de l'accord, les conditions de ces ruptures-là peuvent également entraîner un bras de fer et tout, ou bien une poursuite, parfois même devant des tribunaux en la matière. Donc, maintenant, la suite, vraiment, c'est un Mali qui tente par tous les moyens aussi de s'affranchir d'une certaine tutelle, qui clame son liberté et son indépendance, sa liberté, sa souveraineté d'aller voir ailleurs, d'aller voir avec d'autres pays. Mais le cas burkinabé, il y a eu des tirs de sommation. À un moment donné, on a tous lu l'interview que l'ancien ministre de la Défense, Chérif Sy, avait accordé à un média sud-africain, s'interrogeant sur la pertinence de la présence des forces européennes dans le Sahel, et qui a fait le point de la logistique, et humaine, et matérielle, finance et tout, et qui se pose des questions. À sa suite, c'est d'autres ministres, comme le ministre porte-parole du gouvernement en son temps, comme celui du commerce, Aruna Kabore également en son temps, Rémi Denguino Aruna Kabore en son temps, qui avait également, à une certaine sortie, ou bien sur leur page Facebook, s'était posé des questions sur un certain nombre de choses, notamment la carte qui était peinte en rouge, orange et jaune avec tout, et qui avait fait des commentaires. Il paraît que en coulisses, Paris a interpellé les uns et les autres à travers le chef de l'État pour que les ministres puissent tenir leur langue parce que c'est pas ceci. Bon, à un moment donné, on a remarqué qu'effectivement, les autorités du premier point n'en parlaient plus. Mais ça dérangeait parce que c'était aussi de la réalité de se poser des questions sur la pertinence. On est en droit de se poser des questions sur la pertinence d'une compagnie. Si à un moment donné, on n'est pas satisfait de cette compagnie-là, de ce compagnonnage, on peut se poser des questions. Mais on a l'impression que ça même, ce n'était pas normal. Donc pour des gens qui ont atteint ce niveau de responsabilité, qui arrivent à s'interroger
et qui pose les mêmes questions que le citoyen lambda pose, effectivement, il y a la nécessité de voir les choses de près. Ça, je suis d'accord qu'il y a la nécessité de voir les choses de près. Donc, on peut tout reprocher aux Maliens, sauf de vouloir lutter contre le terrorisme, sauf d'avoir de la bonne volonté. C'est vrai, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous pouvez créer des problèmes à un pays en étant de bonne foi. Parce que vous ne faites pas exprès, vous ne savez même pas que vous êtes trompé, vous avez pris une décision pensant que c'était la bonne. Ça peut arriver. Mais la réalité aussi, c'est que c'est un pays qui nous dit « je lutte pour m'en sortir, j'ai besoin de renfort ». Alors, l'actualité au Mali cristallise par moments les passions, est très suivie de très près par la société civile africaine. Est-ce que vous ne pensez pas justement que ce qui vient de se passer, je dirais, cette dernière actualité-là, ne suscite pas, je dirais, l'effet boule de neige au niveau de la sous-région, surtout que beaucoup d'OSC ne cachent pas et demandent justement aux autorités de certains pays, comme celui du Burkina Faso, d'aller justement vers d'autres coopérations, de revoir de fond en comble ce qu'on a comme accord avec nos partenaires historiques dans la lutte contre le terrorisme. Oui, c'est clair que quand on regarde un peu ce qui se passe au Mali et qu'on voit les décisions qui sont prises là-bas, la façon peut-être non nuancée de faire les choses, l'impression d'être droit et direct dans ce qu'on fait et droit dans ses bottes, c'est clair que pour la masse, c'est très captivant et puis ça inspire. Mais ça inspire parce que la plupart aussi des offres que nous avons transpirent des tâtonnements. Quand vous regardez, chacun compare là où il est à ce qui se passe au Mali. Ils se disent qu'au Mali, c'est clair, c'est net, c'est droit, ils ont décidé, ils y vont. Mais chez nous, on ne comprend pas. C'est ça en fait la réalité et les comparaisons que les uns et les autres font. Et c'est logique. D'autant plus que quand vous regardez aussi, la situation est en train de s'inverser au Mali, quoi qu'on dise. Même ceux qui sont en train de partir, les Français le reconnaissent. Parce que c'est à travers un point de presse ici, qui est l'une des figures de proue de l'armée française, qui est aussi donc figure de proue dans Barkhane, et reconnaissait qu'avec l'inversion des tendances au Mali, les perturbateurs, ces terroristes-là risquaient fort de descendre au Burkina. Donc ça veut dire qu'ils savent qu'il y a une offre quand même au Mali qui a haussé en niveau et qui est en train d'avoir des résultats probants sur le terrain. Donc c'est clair que tout le monde jalouse un peu ces choix, tout le monde a envie de les voir aussi et ces résultats surtout. Et donc dans l'imaginaire il y a, est-ce qu'on ne peut pas faire ça aussi? Mais je dis toujours et encore, il faut accepter quelque chose, c'est de bien regarder dans le parcours des uns et des autres, c'est bien de regarder dans la spécificité des uns et des autres avant de vouloir ceci ou cela. Quand vous regardez la question du Mali, le Mali, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé, juste après la période coloniale. On sait ce qui s'est passé. Lorsque le monde transpirait la question des blocs États-Unis et URSS, il y avait un Mali qui avait décidé d'être non aligné et s'éloigner aussi de facto de l'aide française qu'on avait en son temps et tout. Modibo Keïta, il voyait les réseaux Foucault et tout, il en avait peur. Donc il y avait ce Mali-là au cœur de cet espace francophone qui devenait très intéressant pour la Russie, pour l'URSS, qui y jetait un regard très convoitant. Et on connaît l'histoire après. Ça, c'est l'histoire du Mali. C'est-à-dire que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Nous, on a notre histoire. Maintenant, laissons tout ça. Parlons des réalités. Je l'ai déjà abordé ici au tribunal de l'actualité. Quelle est l'option que nos autorités ont eu à faire? Lisons, regardons et puis questionnons. Le Mali a choisi de discuter, vous vous rappelez, même sous Ibeka, il y a eu la question de prise de langue avec notamment les terroristes et certains groupes. Au Mali, il y a eu même des accords avec certains groupes. Même le Mali avait concédé la question des ministères de culte, comme au Burkina pour nous récemment, pour que ce ministère-là puisse prendre langue, notamment avec des terroristes. Donc, il y a eu la question de négociation qui a été entrevue. Mais aujourd'hui, regardez, le Mali est dans quoi? Dans une option vraiment militaire.
Parce qu'elle a regardé son terrorisme, elle a regardé son expression, elle a compris que peut-être qu'il n'y a pas de discussion possible si ce n'est de les obliger à venir à la table de discussion parce qu'on a réinversé la tendance. Je crois que c'est la réalité malienne aujourd'hui. Et quoique, quand on parlait de Serval qui est venu sauver Bamako, c'est parce qu'il y avait une horde de personnes qui descendaient depuis la Libye, des groupes dont on ne connaît pas vraiment les intérêts ou quoi que ce soit, mais qui étaient financés et qui descendaient d'un pays vers une capitale d'un autre pays. Est-ce que le Burkina a connu ça? C'est pas pareil. Quand on écoute nos autorités en place, ils nous disent ce qu'on a vu, c'est que c'est des Burkinabés qui ont retenu leurs armes contre leurs frères et contre leur patrie. Si c'est ça le problème, comment est-ce que vous arrivez à le résoudre? Si vous ignorez le pourquoi de ce type de décision-là, tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez tuer des gens et puis vous allez, pour les mêmes raisons, avoir d'autres personnes qui vont s'enrôler. Donc, il y a, peut-être pour moi, quelque chose de pluriel en termes de dynamique. Maintenant, il faut aussi que dans les réponses qui sont données, on s'assume. Les histoires de non, on dialogue, l'expression c'était quoi? On ne négocie pas. C'est des jeux de mots. Si vous avez décidé de négocier, dites-le. Peut-être que c'est ce que aussi les populations attendent pour accompagner le discours de vérité et de sincérité. C'est quoi qu'on dialogue mais on ne négocie pas? Je ne sais pas. Donc, c'est peut-être ce manque de clarté dans la vision, en tout cas en termes de perception par la population, ce manque de vérité et de sincérité par moment perçu par les populations, qui font qu'ils en demandent aussi clairement qu'on fasse autant que l'autre. Parce que quand on regarde au Mali, c'est plus franc, c'est plus clair, c'est plus direct. Mais je ne dis pas que la solution forcément soit celle-là. Est-ce qu'on peut aller aussi frontalement que le Mali le fait? Le Mali est dans sa décision et dans ses sanctions. On n'en parle même presque plus. Et aujourd'hui, les pères de la CEDEAO, je parle des chefs d'État, se retrouvent presque ridicules face à la façon dont les Maliens ignorent même la souffrance dans laquelle ils sont, qui sont concoctés par les voisins. Ce n'est pas un débat chez eux. La vie est trop chère, donc Goïta doit partir. Ce n'est pas un débat chez eux. Ils sont dans une lutte d'indépendance. Ils sont à une autre dimension. Est-ce que nous y sommes? Nous qui chaque matin sommes dans non, il devait faire ci, il devait faire ça, pourquoi il n'a pas fait ci, puis nous on n'a même pas confiance en lui. Est-ce que nous y sommes? C'est bien de vouloir ce que l'autre a fait ou ce que l'autre fait, mais est-ce que vous êtes dans la même dimension, dans le même contexte? Est-ce que vous êtes dans la même réalité? Est-ce que vous êtes prêt à supporter ce que les Maliens supportent? Je crois que ça aussi, ça pourrait paraître comme on veut, mais c'est ça la réalité. Et puis même quand on dit aller vers la Russie, il y a un Burkina, la majeure partie des armes que nous avons, Kalachnikov, là, vous pensez que c'est fabriqué aux États-Unis? La plupart des armes qu'on a, c'est des armes russes. C'est fruit de la coopération qu'on a avec la Russie, des achats qu'on fait. Ils ne viennent pas donner. Ce que les Maliens ont eu là, ils l'ont acheté. Ils se sont arrangés pour avoir des couloirs pour exporter leur coton. Ils vont sur le marché international, ils se font donc de la monnaie, ils font leurs achats. Nous coopérons avec la Russie, nous achetons les armes, la majeure partie de nos armes avec la Russie. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons en termes de coopération? C'est Wagner? Même ceux qui disent qu'il faut une coopération plus accrue avec la Russie ne disent pas tout ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a déjà une coopération. Comment on la veut plus accrue? Dites-le. Autant on veut qu'il y ait la franchise en haut, ceux qui le veulent, il faut qu'ils disent ce qu'ils veulent de façon plus claire. Si on doit coopérer avec la Russie, on coopère déjà avec la Russie. Maintenant, si c'est Wagner, vous voulez, dites que vous voulez Wagner. Et puis, on sait ce que cela sous-entend aussi. Donc, je crois qu'il faut le discours de vérité de toutes parts.
D'accord. Alors, on a vu les autorités maliennes et burkinabées ont décidé de marcher ensemble, main dans la main, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Cela s'est matérialisé récemment par justement des émissaires qui ont été envoyés par le chef de l'État d'Amiba du côté de Bamako. Alors, c'est un rapprochement entre Ouagadougou et Bamako qui a été salué par beaucoup d'observateurs qui estiment justement que c'est cette coopération sud-sud-là qui permettra d'apporter une solution à la lutte contre le terrorisme. Mais les plus sceptiques estiment qu'il faut, du côté de Ouagadougou, une clarification de la position, notamment avec les partenaires comme le Mali l'a fait, pour que justement cette coopération prospère. Est-ce que c'est également votre regard? Effectivement, j'ai vu plusieurs écrits dans ce sens. Et j'avais même relevé également que en termes de cohérence entre nous et Bamako, il y a quand même une petite différence. Parce que les militaires de Bamako font ce qu'un militaire fait, ce qu'un soldat fait, la guerre. Ils se sont armés, ils font la guerre. Même s'ils vont négocier, en bon militaire, et le minimum de leur stratégie, ils savent que toute guerre finit autour d'une table. Mais vous ne pouvez pas négocier quand vous êtes en position de faiblesse. Le minimum, c'est d'équilibrer le rapport de force, pouvoir l'inverser avant de dire maintenant on peut parler, on peut discuter. C'est des militaires, ils savent. Ouagadougou a dit nous dialoguons, nous ne négocions pas. Quand il y a eu le ravitaillement de Dori, on a vu des commentaires qui fusent de toutes parts et qui font état de ce qu'il y a eu d'autres dessous dans ce qu'on appelait dialogue. C'est beaucoup plus de la négociation et que des fortes sommes auraient été versées. Vrai ou faux, pour le moment, on ne sait pas. Bref. Mais en ce qui concerne effectivement Ouagadougou et Bamako, s'ils doivent travailler ensemble, c'est-à-dire que d'un point de vue de la vision, ils doivent partager un minimum. Sinon, ça va être très difficile. Parce qu'il y aura partage d'informations, partage de renseignements. Ils le font déjà. C'est sûr que le niveau va être poussé. Comment est-ce que vous êtes équipés? Et comment est-ce qu'on peut acquérir le même équipement? Si d'aventure nous voulons également faire la même chose, mais est-ce que nous aussi nous allons faire maintenant le choix de tout militaire, ou bien on tape et on négocie, on tape et on négocie? Donc, je pense que pour ceux qui évoquent ces questions, ils ont vraiment raison de se poser ces questions-là. Mais je pense aussi que le rapprochement aura l'avantage, certainement, d'avoir de la convergence. Et naturellement, peut-être parce que les négociations aussi, ce n'est pas aussi simple que cela, que ça ne paraît. Donc on verra comment est-ce que l'évolution va se faire en termes de collaboration entre les deux. D'accord. En tout cas, oui, juge. Oui, je crois qu'en la matière, ce que tout le monde envie au Mali, c'est qu'il y a une vision claire de ceux qui ont décidé de prendre de faire le coup d'État là. Il y a une vision claire. Il y a une vision claire. Ce qui manque, quand on prend notre cas, poser la question à la plupart des Burkinabés ici, ils ne voient pas où on va. Je crois que c'est ça la question fondamentale. Je crois que c'est la question de fond. Ce qu'on envie aux Maliens là, c'est d'avoir une vision claire et de l'assumer. Ce que nous ne voyons pas encore ici, c'est ça. C'est quand vous savez la direction, que vous savez que le pas que vous mettez devant là, vous avancez ou bien vous reculez. Sinon, quand vous ne savez pas votre direction, peut-être que vous mettez un pas devant, mais ce n'est pas devant. Hein. Vous éloignez résolument de l'objectif. Je crois que ce qu'on envie aujourd'hui aux Maliens, ce n'est pas le choix de la Russie, le choix de Wagner. Ça a des effets probants. Mais il y a des gens qui décident et qui font ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire et qui montrent la vision. Voilà le chemin à suivre. Et les autres sont derrière, ils suivent parce qu'il y a un genre de leadership qu'on sent. Mais c'est ça qui manque ici. C'est ça qu'on ne voit pas. C'est ce que les populations ne perçoivent pas encore et qui fait que quelquefois ils sont là, ils sont un peu dubitatifs et ils sont un peu hésitants. Tant qu'on aura quelque chose de beaucoup plus clair, je pense que si ça peut suivre, ça va suivre. Parce que le Burkinabé, tant qu'il est convaincu, il est avec vous. Mais quand il ne l'est pas, il vous regardera. La preuve, ceux qui ont pris le pouvoir l'auront constaté. Quand ils sont venus, ça a surpris beaucoup. Mais qui est sorti ? Mais parce qu'on avait déjà prévenu celui qui était là qui s'en allait pas. Quand à un moment donné vous n'arrivez plus à convaincre, le Burkinabé s'assoit et puis vous regarde. Sinon, il y a quelqu'un qui a tenté un coup d'État, ça avait déjà marché, hein, jusqu'à ce qu'il reçoive des gens à l'aéroport ici, avec protocole et tout. Mais est-ce que c'est passé? Est-ce que les Burkinabés l'ont accepté? Il faut qu'on comprenne. D'accord, c'est avec cette interrogation et cette analyse qu'on va mettre un point final à présent à ta convocation. On va vous dire merci pour ces analyses et en tout cas les clés de lecture qui ont été apportées. On va se retrouver demain pour la même mission. Jeter un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, True TV et Watt FM.